Alors, bonjour à tous. Donc, merci au comité scientifique d'avoir sélectionné ce diaporama et merci à Léa Séquier qui a fait ce superbe travail, mais qui malheureusement ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de la cholangiopathie associée à la maladie IgG4. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. La maladie IgG4 est une affection systémique, fibro-inflammatoire, qui peut toucher de nombreux organes, notamment le pancréas, les voies biliaires, le système nerveux central, les reins, les glandes salivaires. C'est une maladie de découverte récente qui a été introduite pour la première fois dans les années 60 dans des séries japonaises avec la notion de pancréatite auto-immune de type 1. Par la suite, on a retrouvé d'autres atteintes associées et donc il y a le concept de maladie IgG4 qui a fait son apparition. Et donc la pancréatite auto-immune de type 1 n'était plus une maladie isolée, mais vraiment une atteinte de la maladie IgG4. Les atteintes préférentielles donc, sont les atteintes pancréatiques, biliaires, les adénopathies, les sialadénites et les atteintes rénales. Concernant la physiopathologie, donc il existe de nombreux mécanismes préexistants, mais la pathogénie n'est pas bien comprise. Donc, il existe donc des facteurs immunologiques. On sait que dans certaines cohortes, on retrouve environ 40% de patients atteints de maladie IgG4 qui ont des anticorps antinucléaires positifs. Il existe également des prédispositions génétiques avec des génotypages HLA qui ont été retrouvés, et également des facteurs bactériens. Ces facteurs déclenchants, ils vont activer une réaction Th2 médiée, et cette réaction immunitaire va produire des interleukines 5, 13 et 4 qui vont alors activer les polynucléaires et eosinophiles et inciter la production d'IgE. Cette réaction Th2 médiée va également activer des lymphocytes T régulateurs qui vont avoir une activation des fibroblastes et également des macrophages qui vont activer le TGF-bêta qui sera impliqué dans la fibrose hépatique. On a également une activation et une prolifération clonale B qui rentrent en jeu. Et donc, quelles vont être les conséquences cliniques de tout ça? On va avoir d'une part une infiltration tissulaire et une fibrose en lien avec la production de TGF-bêta, et d'autre part une dysfonction d'organes par anomalie endothéliale en lien avec des dépôts de complexes immuns à IgG4 et IgE. Donc, les caractéristiques communes de cette maladie, c'est une maladie qui est systémique, qui a des lésions anatomopathologiques caractéristiques, notamment une phlébite oblitérante, un infiltrat lymphoplasmocytaire et une fibrose dite storiforme en rayon de roue. On a également un taux sanguin élevé d'IgG4 qui est retrouvé dans cette maladie et une bonne réponse à la corticothérapie. Concernant la cholangite sclérosante à IgG4, donc c'est la manifestation biliaire la plus fréquente dans cette maladie à IgG4. C'est une atteinte sténosante des voies biliaires et elle répond donc aux critères de la maladie à IgG4 que l'on a vu sur la diapositive précédente. Elle a une prépondérance masculine, elle atteint plutôt les hommes de 50 à 60 ans. L'incidence est de 1 cas pour 100 000 et la prévalence de 4 pour 100 000 habitants. En cas d'atteinte pancréatique, c'est la manifestation associée qui est la plus fréquente. Et par contre, elle est isolée de façon rare, environ 8% dans les séries. La clinique reste aspécifique. On peut retrouver un ictère, donc c'est le symptôme révélateur qui est le plus fréquent. Également une perte de poids ou des douleurs abdominales. Donc il faut vraiment éliminer les diagnostics différentiels, notamment le cholangiocarcinome, les pancréatiques et la cholangite sclérosante primitive. Pour diagnostiquer cette pathologie, il existe donc des critères diagnostiques. Nous avons donc les critères ISORT qui ont été conçus en 2008, initialement conçus pour la pancréatite auto-immune de type 1, mais qui a ensuite été adapté pour la cholangite sclérosante à IgG4. Ce sont des critères qui sont beaucoup utilisés en Europe et aux États-Unis. Et il existe également d'autres critères dont on ne parlera pas aujourd'hui, qui sont les critères de la Japan Biliary Association, qui sont des critères vraiment utilisés au Japon et en Chine et qui place l'histologie au cœur du diagnostic.
Donc ces critères ISORT, en quoi ça consiste? Donc on a un critère obligatoire qui est l'atteinte biliaire macroscopique caractéristique, donc qui peut toucher les voies biliaires intrahépatiques, extrahépatiques, mais également intrapancréatiques. Associé à ce critère obligatoire, les patients ayant un antécédent de résection pancréatique ou biliaire ou des biopsies avec une anatomopathologie en faveur d'une maladie IgG4 auront alors un diagnostic certain. On a également les patients avec ce critère obligatoire qui ont un taux sanguin élevé d'IgG4 associé à une imagerie pancréatique en faveur d'une pancréatite auto-immune auront également un diagnostic certain. En l'absence de ces critères, on peut faire le diagnostic probable si nous avons donc plus de 2 critères parmi un taux d'IgG4 élevé, une imagerie pancréatique évocatrice, une atteinte d'autres organes et une histologie caractéristique. Et dans ces cas-là, le diagnostic devient probable. Dans ce cas de figure, on fait un traitement d'épreuve par corticothérapie pendant 4 semaines et à l'issue de ces 4 semaines, on va faire une imagerie et une biologie de contrôle. Si on a une amélioration des sténoses biliaires, des enzymes hépatiques inférieures à 2 fois la normale et une diminution du taux d'IgG4 et de CA19-9, alors le diagnostic devient certain. Concernant l'atteinte biliaire, donc, qui est le critère obligatoire pour poser le diagnostic de cholangite sclérosante à IgG4, on a 2 atteintes caractéristiques, l'atteinte sténosante des voies biliaires, que l'on va voir sur cette diapositive, et l'atteinte et les épaississements des voies biliaires. Donc l'atteinte sténosante des voies biliaires, donc, ce sont des sténoses longues, multifocales, avec des dilatations d'amont et avec une atteinte intrapancréatique possible. On peut déceler ces sténoses en cholangio-IRM ou en cholangiographie par CPRE. Il n'a pas été démontré de supériorité d'un examen par rapport à l'autre dans les études. Et ces sténoses vont être classées en 4 grands types. Donc le type 1, qui est une sténose plutôt de la portion intrapancréatique du cholédoque, qui est l'atteinte la plus fréquente dans cette pathologie et qui est souvent associée à une pancréatite auto-immune de type 1. Nous avons également donc, le type 2, où l'on retrouve des sténoses diffuses des voies biliaires, avec l'atteinte 2A qui a plutôt des sténoses des voies biliaires intrahépatiques, et le type 2, avec une raréfaction des voies biliaires sans dilatation d'amont. Le type 3 et 4, ce sont des sténoses plutôt hilaires. Donc le type 4, il n'y a pas du tout d'atteinte intrapancréatique. Et donc c'est plutôt des atteintes que l'on retrouve lors d'une absence de pancréatite auto-immune associée. L'autre atteinte des voies biliaires, c'est l'épaississement des voies biliaires, un épaississement qui est symétrique, circulaire, homogène et qui est au niveau de la couche interne lisse le plus souvent. Cet épaississement, il peut être retrouvé en échographie, en IRM, en scanner, en écho-endoscopie et également en échographie intracanalaire par mini-sonde. Il faut préférer donc l'écho-endoscopie et l'échographie intracanalaire, surtout si on a des doutes avec des diagnostics différentiels. Il faut vraiment traquer le cholangiocarcinome dans cette pathologie. Et à noter que donc, la présence d'un épaississement de la paroi en dehors des zones sténosées, c'est vraiment un argument fort en faveur d'une cholangite à IgG4. Concernant l'histologie, donc l'obtention d'une preuve histologique, elle peut se faire soit par voie endoscopique, mais on a souvent un mauvais rendement. Ça peut aller dans les séries de 0% à 88% de positivité. On peut être aidé par des biopsies ampulaires qui améliorent la performance diagnostique avec une sensibilité qui va de 50% à 80%, qui est importante surtout si on a une pancréatite auto-immune associée ou un œdème ampulaire. La biopsie hépatique n'est pas recommandée dans ce cas-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver à l'histologie? On va trouver un infiltrat lymphoplasmocytaire avec plus de 10 cellules à IgG4 positives ou un ratio IgG4 sur IgG supérieur à 40%, une fibrose storiforme, donc qui est dite en rayon de roue, et une phlébite oblitérante. On peut également retrouver un infiltrat de polynucléaire eosinophile léger à modéré.
Concernant donc le taux sanguin d'IgG4, donc l'élévation du taux sanguin d'IgG4 supérieur ou égal à 135 mg par décilitre, c'est un paramètre biologique qui est utilisé donc dans l'algorithme diagnostic. À noter qu'il est positif et élevé dans 90% des cholangites sclérosantes à IgG4, mais il y a quand même 10% des cholangites sclérosantes à IgG4 qui ont un taux d'IgG4 normal. Donc il faut vraiment faire attention pour ces cas de figure. Également faire attention au diagnostic différentiel, puisqu'on retrouve des taux élevés dans la cholangite sclérosante primitive allant de 9% à 26% et dans le cholangiocarcinome autour de 10%. Il y a une série américaine qui s'est intéressée à ce taux d'IgG4 et qui a donc montré qu'avec un taux un taux autour de 140, on avait par exemple 13% de cholangiocarcinome retrouvés. Et quand on augmentait ce cutoff à 2 fois la normale, donc à 280, on passait à seulement 3% de cholangiocarcinome décelés. Donc avec une spécificité qui augmente quand on augmente le taux, une spécificité de 100% si le taux est supérieur ou égal à 560 mg par décilitre, mais une sensibilité qui diminue considérablement. Donc finalement, en pratique clinique, pour avoir le meilleur ratio sensibilité et spécificité, il a été décidé d'un taux sanguin supérieur ou égal à 135 mg par décilitre. Mais voilà, il faut vraiment faire attention au diagnostic différentiel, puisque le taux peut être élevé dans les autres pathologies. La cholangite sclérosante primitive, c'est le principal diagnostic de la cholangite sclérosante à IgG4, mais il existe quand même des différences entre ces deux pathologies. Donc, notamment, dans les deux cas, il y a une prédominance masculine, mais dans la cholangite sclérosante à IgG4, on a un ratio quand même de 7 pour 1. Dans la cholangite sclérosante primitive, on a un âge plus jeune, une association à des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin plus fréquemment rencontrées, également une association à des maladies auto-immunes et un risque vraiment majeur de cholangiocarcinome dans la cholangite sclérosante primitive avec un risque relatif supérieur à 160. L'atteinte biliaire de la cholangite sclérosante primitive, c'est des atteintes des sténoses qui sont très courtes, de 1 à 2 mm, avec un aspect en collier de perles ou un aspect diverticulaire. Et donc, pour différencier ces deux pathologies, il y a des scores qui ont été établis, donc notamment ce score-là, qui prend en compte l'atteinte d'autres organes, l'aspect des voies biliaires et l'âge, et donc qui permet vraiment de différencier ces deux pathologies grâce à ce score. À noter que dans les recommandations de l'AFEF 2020, ils préconisent vraiment de faire la différenciation entre ces deux pathologies, avec un dosage systématique de l'IgG4 lors d'une découverte de CSP. Concernant le traitement, donc la corticothérapie, c'est la pierre angulaire du traitement. Donc on l'administre même si le patient est asymptomatique et ça permet une rémission dans 90% des cas. Le traitement consiste en la prednisone en traitement d'adduction à 0,6 mg/kg par jour pendant 2 à 4 semaines, puis une réévaluation biologique et par imagerie, et ensuite une décroissance jusqu'à arriver à une dose d'entretien à 5 mg par jour. Le traitement, la durée du traitement d'entretien, il n'y a pas de consensus clair dans la littérature, mais les sociétés savantes recommandent minimum une durée de 3 ans de traitement. La réponse à la corticothérapie, c'est un argument fort en faveur d'une cholangite sclérosante à IgG4, et donc l'absence de réponse doit vraiment faire reconsidérer le diagnostic. Il est nécessaire de réévaluer de façon régulière par biologie et par imagerie parce qu'il y a un risque de rechute très élevé qui peut atteindre 60% des cas à 6 mois de la décroissance. Quelle est la place du drainage endoscopique? Il n'est pas systématique, seulement en cas d'ictère rétentionnel sur une sténose. Et quelle est la place des traitements de seconde ligne. Donc, ce n'est pas codifié dans la littérature. Il y a plusieurs études qui ont testé l'Immurel, le Celcept, le tacrolimus et même le rituximab en seconde ligne. Le pronostic est excellent et ce, grâce à la corticothérapie.
Là, c'est une cohorte de 3 études rétrospectives qui ont étudié le pronostic. Dans ces 3 cohortes, on avait une évolution vers la cirrhose inférieure à 10%, avec un seul cas de transplantation hépatique rapporté et moins de 3% de mortalité liée aux pathologies biliaires dans ces cohortes, avec tout de même à nuancer, puisque c'était des cohortes quand même de faibles effectifs. Pour conclure, la cholangite sclérosante IgG4 et la manifestation de la maladie, la cholangite sclérosante IgG4 est une manifestation de la maladie systémique IgG4 qui a récemment été décrite. C'est la 2e manifestation la plus fréquente après la pancréatite auto-immune de type 1. Il existe donc de nombreux critères diagnostiques proposés. Nous, on utilise les critères ISORT en Europe, qui comprennent l'anomalie macroscopique des voies biliaires, qui est un critère obligatoire, l'histologie, le taux d'IgG4 augmenté supérieur ou égal à 135 mg par décilitre et une bonne réponse à la corticothérapie. Il faut bien sûr exclure les diagnostics différentiels et la corticothérapie est la pierre angulaire du traitement avec une excellente réponse qui permet un excellent pronostic chez ces patients-là. Je vous remercie de votre attention.